Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, au chevet des victimes de la Lyon. Et dans l'actualité internationale, la République démocratique du Congo menace de quitter la Cour pénale internationale, la CPI. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, s'est rendu au chevet des malades attaqués par la Lyon ce matin à l'hôpital général Pelletier. À son arrivée, il a été par le directeur général de l'hôpital Pelletier qui lui a expliqué l'état dans lequel se trouvent actuellement les 3 victimes de la Lyon. Parmi les 3 victimes, 2 sont dans un état difficile, mais les médecins tentent de stabiliser leur état de santé. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali, s'est assuré que les médecins font tout leur possible et avec l'aide du Tout-Puissant, ils pourront sauver les malades. Le président de l'Assemblée s'est dit touché et attristé par cette tragédie. Au cours de cette visite, il était accompagné par les députés Omar Aden et Jibril des localités de Douda et Arta. Nous avons donc pu recueillir les explications dues à la personne légèrement blessée. Celui-ci s'est précipité pour sauver la personne qui a fait face à la première attaque. La lionne le tenait déjà dans ses griffes et l'a sérieusement mordu. Il perdait beaucoup de sang, a-t-il indiqué, et commençait à perdre conscience. À son arrivée, avec les cris et bruits d'autres personnes, la lionne a lâché sa prise et a foncé sur le groupe d'hommes, blessant 2 autres personnes. En voyant des courageux et gaillards hommes s'agiter autour d'elle, la Lyon donc a fini par s'enfuir. Et cet atelier de présentation du programme d'appui à la réforme de la justice qui s'est déroulé ce matin au Sheraton Hotel. Cet atelier a été organisé par le ministère de la Justice de l'administration pénitentiaire chargé des droits de l'homme en étroite collaboration avec l'Union européenne. Les objectifs de cet atelier sont plusieurs. D'une part, de contribuer au renforcement de l'état de droit et de la gouvernance dans les secteurs de la justice et des droits de l'homme en République de Djibouti et d'autre part, afin de contribuer à l'opérationnalisation du programme de réforme de la justice, à l'amélioration de la gouvernance et la promotion et protection des droits de l'homme. Outre le ministre de la Justice, Moumen Ahmed Cheikh, cet atelier a vu la participation de nombreuses personnalités du système judiciaire djiboutien, des hauts responsables du système des Nations Unies résidant à Djibouti, dont Mme Barbara Mounzi de l'UE et d'autres personnalités étaient également présents. Écoutons à présent le chargé d'affaires de l'Union européenne. C'est bénéficiel à la fin pour toute la population djiboutienne de ce pays. Parce qu'une justice équitable, accessible à tous, fonctionnel, est un droit et pas uniquement un droit constitutionnel, mais ça fait aussi partie des droits fondamentaux. Maintenant, il est fondamental que cet esprit de partenariat soit maintenu par toutes les différentes administrations, organismes et institutions djiboutiennes concernées. Et en définitive, je trouve que ce projet fait partie d'une nouvelle phase dans la relation l'Union européenne-djiboutienne, car il va nous permettre de travailler ensemble avec l'administration djiboutienne dans les domaines que je viens de citer. Écoutons à présent le ministre de la Justice, Moumen Ahmed Cheikh. Y compris le médiateur. Je vous propose d'écouter le discours du ministre de la Justice. Je pense que nous avons un souci technique. Nous reviendrons sur cette allocution du ministre de la Justice. Autre actualité de ce 15 heures, cette réunion présidée par le secrétaire général du ministère délégué chargé de la décentralisation, Mohamed Issé,
Cette réunion avait pour objectif de renforcer l'équipe de consultants qui doit présenter un projet de réforme sur le processus d'enregistrement des nouveau-nés. Outre les responsables et les cadres du ministère délégué chargé de la décentralisation, la réunion a vu également la participation des représentants du bureau de l'UNICEF, des responsables de l'état civil de Djibouti et des régions de l'intérieur, ainsi que de responsables des ministères sectoriels concernés par les problématiques de l'état civil. Le secrétaire général du ministère délégué à la décentralisation, Mohamed Issa, a brièvement présenté les objectifs recherchés. Le ministère délégué à la décentralisation avait fait un travail, donc un rapport qui avait mis en place, qui avait fait ressortir en fait des lacunes concernant donc l'enregistrement des naissances aussi bien dans la capitale que dans la région de l'intérieur. Donc l'idée cette année, c'est d'avoir recruté 3 consultants nationaux qui vont faire un travail d'état des lieux et qui vont proposer une réforme notamment sur la loi concernant l'enregistrement des naissances. Donc c'est une loi de manière générale qui va concerner l'état civil, aussi bien l'état de l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès, mais il y aura peut-être un point beaucoup plus précis qui va concerner l'acte de naissance de tout enfant djiboutien ou tout enfant qui est né dans la capitale de Djibouti et dans la région de l'intérieur. Donc le délai par exemple pour déclarer un enfant est de 3 jours avec le nouveau code civil. Donc c'est un nouveau code civil qui a vu le jour en 2018, en avril. Donc on voit que ces dispositions-là sont des dispositions qui concernent un peu la France aussi et qui sont assez décalées par rapport à la réalité de notre pays. Donc la nouvelle loi, les nouvelles dispositions qui vont être mises en place vont corriger justement ces lacunes-là et vont peut-être adapter la réalité par rapport au texte que nous avons dans ce pays. Santé à présent avec cette journée d'échange entre membres de la mission médicale cubaine et leurs confrères djiboutiens qui s'est déroulée dans l'amphithéâtre de l'Institut supérieur des sciences de la santé, l'ISS. L'ambassadeur de Cuba en poste à Djibouti, Lozaro Poledo, a assisté à cette rencontre aux côtés des représentants du ministère de la Santé. Les médecins et praticiens cubains ont pu ainsi partager avec leurs homologues djiboutiens des informations et des expériences vécues dans nos différentes cliniques. Ils ont pu rappeler les règles et les bonnes pratiques à respecter pour renforcer le protocole thérapeutique. Organisé une fois dans l'année, cette 15e édition des journées scientifiques constitue un rendez-vous important pour mettre l'ensemble du corps médical au diapason des pratiques suivies. Médecins et spécialistes ont pu discuter des principales maladies traitées. À l'issue de la rencontre, les recommandations consensuelles ont été retenues afin d'améliorer la qualité des prestations fournies aux patients. Avec 96 médecins et spécialistes cubains présents dans notre structure de santé, la coopération médicale cubaine est loin la plus importante. Dans son intervention, le chef de la mission cubain, Dr Julio Esquerdo, a affirmé sa satisfaction des travaux de la 15e rencontre qui a permis de traiter divers sujets scientifiques. Dr Julio a également salué l'excellente collaboration des médecins djiboutiens avec leurs confrères cubains qui sont engagés ensemble pour une meilleure prise en charge des patients. Et sans transition sur ce sujet, les responsables et médecins djiboutiens ont également exprimé leur satisfaction sur les résultats de ces échanges. Ceci démontre, selon eux, l'existence d'une très bonne entente et d'une collaboration exemplaire dans les structures de soins. Écoutons quelques réactions. On était réunis au sein de l'amphithéâtre de l'ISS pour célébrer la 15e journée scientifique organisée par les médecins cubains qui sont présents à Djibouti. On sait qu'à Djibouti actuellement, on a environ 96 médecins spécialistes qui travaillent dans tout le territoire national, c'est-à-dire l'hôpital général Pelletier, l'hôpital de Balbala, les régions de l'intérieur, la maternité d'Al Hanan. Donc l'objectif de cette journée était de partager entre médecins spécialistes djiboutiens et médecins cubains les expériences à travers des cas cliniques, des patients qu'on a pris en charge avec efficacité à Djibouti, soit qu'ils présentaient des maladies rares pas avant diagnostiquées à Djibouti et qu'actuellement avec le plateau technique se développe, qu'on commence à diagnostiquer, soit qu'il s'agissait de pathologies courantes où la prise en charge ne se faisait pas avant à Djibouti, mais qu'actuellement avec le nombre de spécialistes médecins djiboutiens et étrangers, surtout les médecins cubains qui sont présents, qu'on prend facilement et couramment en charge à Djibouti.
Certains médecins ont présenté devant tout le monde leur cas clinique avec des discussions, mais la plupart des médecins ont présenté au sein des locaux de l'ISS sous forme de tables rondes. Plusieurs tables rondes ont été organisées. Et là, les médecins se réunissent pour parler chacun de son expérience et donner les réflexes aux autres. À la page sport de cette édition, la clôture du tournoi d'été au CDC de Cheikh Moussa a regroupé une vingtaine d'équipes, 10 formations féminines et 10 autres équipes masculines. La finale du tournoi féminin a opposé l'équipe du quartier Cheikh Moussa à la formation de SDVK. La formation féminine de CDC de Cheikh Moussa, en dépit d'une longue léthargie en début de partie, l'a finalement emporté sur le score d'1-0. L'équipe de SDVK s'est ainsi inclinée sur le petit score de 1-0. De nombreux jeunes ont envahi le centre de développement communautaire pour assister aux dernières rencontres et à la remise des coupes. La chef de service de programmation et présidente de la Fédération de foot féminine, Mme Ghourecha Ali, a félicité les leaders communautaires du quartier. Tous ont remercié le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour avoir entrepris toutes ces actions en faveur de leur quartier et pour promouvoir le sport. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande de toutes ses formes, les gendarmes au poste de PK51 en collaboration avec les agents de la douane ont intercepté hier après-midi un pick-up conduit par son propriétaire avec à son bord du 4 de contrebande d'une valeur marchande de 637 000 de nos francs. Ils ont intercepté 337 bosses de 4, l'intégralité de la marchandise saisie donc a été brûlée, immolée à la brigade d'Arta. Les personnes donc impliquées seront déférées devant la justice et répondront de leurs actes. Actualité continentale et internationale à présent avec Fardous Hussein qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Fardous. Bonjour Ali. Et nous commençons avec la République démocratique du Congo qui menace Fardous de quitter la Cour pénale internationale. Et oui Ali, c'est dans un communiqué publié hier que le gouvernement de Kinshasa indique que certains mouvements, le gouvernement exercerait de pression sur les juges de la CPI en rapport aux questions sous examen en relation avec la situation en RDC. Le 10 septembre dernier, les États-Unis ont menacé de sanctions le juge et procureur de la Cour pénale internationale s'ils s'en prenaient à des Américains, à Israël ou à d'autres alliés de Washington. Le régime de Donald Trump a qualifié cette cour basée à La Haye d'inefficace, irresponsable et dangereuse. Kinshasa menace de se retirer de la Cour à 48 heures du prononcé de la peine contre l'opposant Jean-Pierre Bemba, poursuivi pour avoir subordonné une dizaine de témoins devant la Cour. Et en Afrique du Sud, Fardou, cette fois, le nombre d'homicides explose dans ce pays. La police baisse les bras. Et oui, Ali, l'insécurité en Afrique du Sud connaît une explosion. Le nombre d'homicides atteint de records et la police avoue avoir baissé les bras, comme vous le dites, 56 morts par jour en moyenne. Quant aux chiffres publiés mardi 11 septembre dans un rapport, les statistiques annuelles sur la criminalité, il parle effectivement d'eux-mêmes en moyenne de 56 personnes ayant été tuées en séjour en Afrique du Sud en mars 2017-2018, 20 336 au total, soit une progression de 7% en un an. Et au Cameroun, cette fois, les autorités camerounaises ont interdit ce samedi l'exode massif des populations du sud-ouest, l'une des deux régions anglophones de ce pays. Et oui, Ali, depuis quelques jours, des départs massifs de population sont enregistrés dans deux régions anglophones. À l'approche de l'élection présidentielle du 7 octobre, les habitants redoutent une intensification des combats déjà devenus quasi quotidiennes entre l'armée et les séparatistes. Ces derniers, qui ne reconnaissent pas donc l'autorité étatique de Yaoundé et plaident pour un État anglophone camerounais indépendant. Samedi, le gouvernement s'est rendu dans l'une des gares routières de Bois, d'où des populations fuient parfois avec des matelas, des lits, toute la région.
Et nous enchaînons avec la Syrie où les bureaux de vote Ferdous sont ouverts ce dimanche dans les régions de Syrie contrôlées par le régime de Bachar al-Assad pour la première fois des élections municipales dans ce pays depuis 2011. Et oui, Ali, la télévision d'État syrienne a montré des électeurs déposant leur bulletin de vote dans l'urne, dans des bureaux près de Damas et dans les villes côtières dans la Atarieh, des Tartou, bastion traditionnel du président Assad. Le conflit qui a débuté en mars 2011, rappelons-le, après la répression par le régime de manifestations en faveur de la réforme démocratique dans le sillage du printemps arabe. Il a fait plus de 360 000 morts et des millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer. Et nous terminons avec le typhon dans ce pays, en Chine, où Hong Kong, certaines personnes ont quitté la ville d'Hong Kong et le typhon perd en intensité. Et oui, Ali, des rues transformées en torrents à cause des pluies diluviennes, des vents à plus de 300 km/h qui ont touché, tout arraché sur leur passage. Le typhon le plus puissant de l'année vient de quitter les Philippines, laissant derrière lui d'énormes dégâts. Selon le bilan encore trop provisoire, il aurait donc fait 25 morts, un chiffre qui devrait s'alourdir dans l'île la plus touchée de l'ouragan. Découvre au fil des heures l'ampleur de la destruction. Mongout évolue désormais en mer de Chine, direction la région de Macao et Hong Kong, certes puissant, avec des vents enregistrés autour de 180 km/h. Les habitants se préparent au pire. Merci Ferdous Hussein pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.